Merci beaucoup, Julie, et merci aux organisateurs et organisatrices. Je suis un peu trop grand pour le pupitre, je crois. Je vais faire comme ça. Ouais, on va faire. Merci beaucoup. Donc, je suis Guillaume Dezeca, je suis directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et mon travail de recherche a porté sur la cohésion sociale post-catastrophe dans des environnements qui sont marqués par des aléas qui tendent à réduire les dispositions sociales positives, c'est-à-dire la façon dont on se rapporte favorablement à autrui, notamment en lui accordant de la confiance sociale qui est la brique élémentaire d'une société. Mais aujourd'hui, c'est plus précisément à la question des dispositions sociales face au danger, donc à la suite de Marion et puis de Laure, que je vais parler. C'est le sujet des recherches qu'on a menées par le passé, notamment avec des collègues de l'École normale supérieure et de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, est-ce que c'est passé? Oui. Dans ces travaux, on est parti d'une apparente certitude, celle que face au danger, le tissu social il va se déliter et que la disposition sociale centrale, ça va devenir l'individualisme. Donc cette certitude, elle est présente dans de nombreuses représentations sociales, populaires, notamment celles véhiculées par le cinéma. Par exemple, et près d'un siècle après le naufrage du Titanic, le film de James Cameron nous a permis d'imaginer ce qui a pu se passer à bord du paquebot lorsque les passagers ont compris que le paquebot allait sombrer. Et dans ce film, on croise notamment le chemin de l'officier William Murdoch, ici à droite, qui va tirer sur des passagers qui essayent d'accéder à un canot de sauvetage, pourtant réservé à l'embarcation des femmes et des enfants. L'officier essaie comme il le peut de contenir une foule agressive et peu scrupuleuse de la norme à tenir. Et la suite, en fait, elle va donner raison à Murdoch, parce que quand le bateau chavire et que la première cheminée va s'écrouler, c'est à coup de rame que Caldon Oakley, qui est le méchant dans le film, si vous vous rappelez bien, va repousser des assaillants et il va chercher en vain à monter. Il va chercher, pardon, pas en vain, il va réussir à monter sur un canot de sauvetage. Et c'est d'abord en rusant avec la norme sociale que Oakley a lui-même pu monter sur un canot après avoir en vain tenté de soudoyer Murdoch. Il se fait passer pour père de famille en prenant une petite qui traîne là. Et si le personnage de Murdoch, il est en tout point détestable, il peut aussi paraître relativement raisonnable. Est-ce qu'on peut en vouloir à celui qui cherche à survivre? Se projette-t-on soi-même impeccable, altruiste dans une telle situation? Est-ce que Oakley n'exprime pas un légitime instinct de survie? Et en fait, le spectateur du Titanic, il se retrouve confronté à un dilemme social fondamental. Est-ce que je dois faire avec les autres et leurs normes, ou est-ce que je dois faire contre eux et leurs règles? Alors ça rappelle le fameux dilemme de l'entrappement. Si le feu se met à prendre ici, par exemple, et que nous sommes dans l'urgence, que je laisse passer quelqu'un avant moi, je laisse aussi les flammes se rapprocher de moi. Et individuellement, je n'ai aucun intérêt qu'une autre personne encore me dépasse. Et en même, vraiment, je ferais mieux de forcer le passage. Et donc, ce que ça peut donner, c'est que si une ou deux défections à la norme peuvent ne pas briser le tissu social, la défection, elle risque de se propager au groupe par potentiellement un phénomène de contagion dont a parlé Marion. Et si une femme avec un enfant devait pouvoir légitimement s'attendre à pouvoir embarquer dans l'un des canots sauvetables, en fait, elle se rend vite compte que ça va pas être possible d'attendre son tour. Elle risque de forcer le passage, et ne serait-ce que pour dépasser une seule personne, parce qu'attendre son tour, c'est se montrer vulnérable face au choix des autres, mettre en jeu sa propre survie en espérant que les autres sauront respecter nos propres chances de survie. Notre tour de monter sur un canot. En d'autres termes, attendre son tour, ce serait faire confiance aux autres, s'engager dans une interaction sociale dont on ne contrôle pas du tout l'issue et dans laquelle on peut perdre beaucoup, voire tout perdre. Ainsi, ce que la situation dans le Titanic laisse apparaître, c'est l'effondrement de la confiance mutuelle entre les passagers, parce que si personne n'est de confiance, chacun doit agir pour la garantie de sa propre survie, chacun pour soi, et que se sauvent ceux qui le pourront. Alors, dans la représentation populaire, et je sais qu'il y a aussi un lexique propre à la psychiatrie, mais là je parle de la représentation populaire, et le comportement, ce comportement individualiste, il est médié par un truc qui s'appelle la panique. Alors la panique, c'est hyper difficile à définir parce que tout le monde utilise ce terme en vrai. Et en fait, la panique, si on regarde un peu la façon dont c'est utilisé, ce serait une peur intense qui conduit à un plan d'action irrationnel pour atteindre un état de sécurité physique,
Et la panique, souvent, elle est associée à l'irrationalité, l'impulsivité et le comportement antisocial. Alors, comme le montrent de nombreux travaux, notamment ceux de mon collègue John Drury, cette représentation elle est largement répandue parmi le grand public, mais aussi parmi les services professionnels qui s'occupent des foules. D'ailleurs, on peut se faire notre propre idée en fait, de notre représentation de la panique en remplissant un court questionnaire. Les items sont très petits, mais on voit des choses comme est-ce qu'en cas d'urgence, la panique est inévitable ? 1, pas du tout d'accord, 7, complètement d'accord. En cas d'urgence, les fausses rumeurs se répandent facilement dans la foule. En cas d'urgence, les membres de la foule agissent de manière égoïste. En cas d'urgence, l'ordre social s'effondre, etc. Et pour avoir proposé ce cours dans de nombreuses institutions françaises et auprès d'étudiantes et étudiants surtout, je sais que les représentations de la panique et de l'égoïsme en situation d'urgence, ils sont plutôt reçus favorablement. Et c'est pas si surprenant que ça quand on connaît l'histoire du traitement de la foule, qui est une histoire largement française, et j'y reviendrai parce qu'on doit notamment à Gustave Le Bon et sa psychologie des foules, mais aussi sa reprise, c'est là que c'est important, sa reprise par les militaires états-uniens et français jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on doit en fait cette idée de la panique et de l'individualisme en foule. Alors si c'est ce que disent nos représentations sur le comportement des individus en foule face au danger, qu'est-ce que disent les faits ? Quel examen empirique on peut faire ? Puisque l'urgence n'est pas vraiment prévue et que ce serait difficile pour un scientifique de préparer un avant-poste lui permettant de filmer les événements pour ensuite se réfugier peinard dans son laboratoire et analyser les vidéos, eh bien, en fait, on doit forcément ne pas être capable d'observer ce qui se passe. Et puis aussi, en fait, c'est difficile de faire croire à un danger mortel en laboratoire sans outrepasser les normes basiques sociales et éthiques. Et ce qu'on doit faire, c'est largement utiliser des témoignages de personnes. Et ce que donnent à voir en fait les témoignages de rescapés à de grands nombres de catastrophes, c'est que la panique, elle est rarement rapportée, quel que soit le motif d'urgence. Et pour Enrico Quarantelli, qui est un sociologue très important sur ces questions-là, en fait, il dit que la panique, ça constitue une minuscule fraction de comportements rapportés face aux dangers immédiats. Une illustration de ça, c'est un exemple paradigmatique, c'est la couverture médiatique de la diffusion radiophonique de la guerre des mondes aux États-Unis. C'est un texte de l'écrivain de science-fiction Herbert George Wells qui a été raconté par les troupes du Mercury Theatre en 1938. Alors, selon les médias, la diffusion radiophonique aurait causé un vent de panique puisque les auditeurs, pensant qu'ils écoutaient un bulletin d'information, auraient cru à une invasion extraterrestre. Et les travaux du psychologue social nord-américain Hadley Cantrill ont montré que cette information avait été largement exagérée, puisqu'une faible partie des quelques auditeurs adultes américains qui avaient écouté le programme et qui avaient cru avoir affaire à un bulletin d'information avaient ressenti de la peur face à ce qu'ils avaient entendu. Un autre événement similaire, celui cette fois à Barsbäck, dans le sud de la Suède, avait fait l'objet de craintes similaires. En 1973, il y a eu un programme radiophonique qui avait pour ambition de soulever un débat sur les risques associés au nucléaire et raconter un accident nucléaire fictif à venir dans une centrale qui était alors en construction. Malheureusement, le programme aurait été pris pour un bulletin d'information par la population suédoise et aurait causé dans la population du sud de la Suède une certaine panique. Et un journal de Göteborg avait même raconté que des êtres humains désespérés, je cite, ont pris la route en pleine panique et auraient pu être gravement blessés, que tout le travail de la police a été paralysé pendant des heures et que les casernes de pompiers ont été bloquées, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences. Et grâce à une étude menée à large échelle, Rosengren et collègues ont pu montrer que 20% de la population aurait écouté le programme, que 10% de la population totale l'aurait pris pour un bulletin d'information, qu'environ 8% auraient ressenti de la peur et que seulement 1% de la population aurait réagi au programme en appelant sa famille et 0% de panique. Alors, on a parlé tout à l'heure du Titanic. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe au Titanic et qu'on compare notamment la proportion de passagers qui ont survécu parmi les hommes et les femmes, en fait, on montre une prédominance de femmes, et aussi d'enfants d'ailleurs, parmi les survivants, suggérant un respect certain, la norme sociale, les femmes et les enfants d'abord. Alors, il y a un débat avec le Lusitania aussi, qui est un autre cas, on va en parler peut-être avec Marion tout à l'heure. Un dernier exemple, un peu plus récemment, on peut se rapporter au témoignage de Bruno Dellinger de New York, et victime des attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Il travaille au 47e étage de la tour numéro 1, un avion percute la tour, et il rassure immédiatement ses employés.
Ne vous inquiétez pas, c'est sûrement un avion qui s'est écrasé contre le bâtiment. Il y a plus rassurant quand même. Alors ils finissent par évacuer, et il dit la foule qui descend avec moi est multicolore. On parle de tout et de rien. De l'évacuation, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on parle des résultats sportifs ou bien des dossiers en cours. Conscient de ce qui se passe, il reste pourtant calme. Je m'inquiète pas du tout, cela reste très conceptuel. La preuve, on reprend la descente sans panique. C'est pas comme ça un attentat, les gens courent, les bombes explosent, ça ne peut pas être un attentat. Et quand on regarde les photos prises à l'intérieur du World Trade Center par John Labriola, on voit bien que en fait, les personnes qui descendaient prenaient le couloir de droite parce que les pompiers avaient besoin de leur propre couloir de droite pour monter, en fait. Donc il y avait cette séparation qui était faite sans que, précisément, il y ait de choses comme de la panique complète. Alors si on observe peu ou pas de panique, qu'est-ce que ça nous dit aussi de l'individualisme? Eh bien, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'un certain nombre de recherches ont montré que la prosocialité est primordiale face au danger. L'une des principales études est celle de Johnson, qui a analysé les rapports adressés à la police faits par des survivants d'une bousculade lors du concert des Who à Cincinnati en 1979. Et ce que montre Johnson, c'est qu'approximativement 40% des personnes qui ont été interviewées par la police reportent avoir donné, reçu ou observé de l'aide. Et si on met ces choses ensemble, eh ben, plus de 3/4 des personnes qui ont été interviewées par la police vont reporter au moins une forme d'activité prosociale. Et si on regarde l'autre côté de la médaille, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que seulement une personne des 38 répondants à la police ont rapporté seulement du comportement compétitif ou individualiste. Alors, pour notre part, on a eu l'occasion, tristement, en fait, de nous en rendre compte autour d'une étude dans laquelle nous avons rencontré 32 survivants des attentats du Bataclan le 13 novembre 2015, qui ont fait 90 morts et plus d'une centaine de blessés. Alors, les participants se trouvaient dans une grande diversité de situations. Ici, c'est une carte du Bataclan. On voit à gauche le rez-de-chaussée et à droite le premier étage avec une espèce de balcon ici. En vert, donc c'est un peu loin, je suis désolé pour certains d'entre vous, c'est les positions initiales des participants à notre étude dans le Bataclan. Et en rouge, on voit les positions et les trajectoires des terroristes. Il y en a un terroriste qui va aller directement sur la scène, il va se faire assez vite tué par un officier de la BAC qui va intervenir très tôt. Un autre terroriste va aller vers cette sortie pour tirer sur les personnes qui essaient de sortir par cette issue de secours. Ensuite, il va venir au premier étage pour tirer sur les personnes depuis le balcon et prendre des otages avec son collègue qui, lui, va directement aller au balcon. Ils seront tués par la BRI près vers minuit. Alors, qu'est-ce que nous ont dit ces survivants? On pourrait revenir un peu sur la méthode pendant les questions, mais évidemment, on a entendu l'usage de la force. On s'est levé, il y a eu un mouvement de foule à ce moment-là, on s'est fait un petit peu marcher dessus. Évidemment, on a entendu des paroles difficiles échangées, ainsi que des ordres donnés de manière brutale. Il y a un mec qui est arrivé derrière la porte, on a entendu sa voix, et c'était un mec qui avait un enfant de 10 ans avec lui. Moi, je l'ai vu, dit la personne après, quand on est sorti, et j'entendais « Si tu n'ouvres pas la porte, je vais te buter, tu vas le regretter toute ta vie, tu vas mourir, Il était complètement fou. Évidemment, enfin, on nous a parlé d'une forme d'égoïsme, parfois, et en tout cas de négligence des autres. La menace est toujours là, je lâche la main de mon mari, enfin, le truc hyper égoïste, je me barre et voilà. Et je marche sur des corps, mais je peux pas faire autrement. Les corps qui sont dans le hall, pour moi, ils sont morts, mais je vais pas vérifier s'ils sont morts ou pas. Mais cela dit, beaucoup plus souvent, on a entendu des paroles de réconfort données à l'autre. Par exemple, quelqu'un dit « Je me retrouve allongé par terre avec des gens empilés, donc je me retrouve avec un couple en face de moi, avec le mari qui couvre sa femme, elle est terrorisée, et je lui parle et je lui dis « Pleure pas, comment tu t'appelles ?» Aussi, on a entendu parler de provision d'informations importantes pour la survie des autres. Quand je me suis retourné, il y avait un des assaillants qui était ici, il montre un point sur la carte en montrant sa position, et qui était en train d'achever des gens au sol. Quand il a levé son arme pour recharger, j'ai dit aux gens « Cassez-vous », et il recharge, et ma compagne me tenait la main, elle était en pleurs, je lui ai dit « Tu te casses ». Aussi, on a beaucoup entendu parler de collaboration physique, comme par exemple des personnes qui vont tenir la porte, arracher les néons, s'occuper des blessés, donner de l'eau, etc.
Et puis, enfin, il y a des formes de normes sociales qui vont émerger au Bataclan avec des gens qui vont décrire une portée de chatons pour se protéger les uns les autres, en fait, dans la fosse notamment. Le fait de faire la courte échelle et la queue pour monter sur le toit avec une queue qui serait respectée, on ne dépasse pas son tour, ou si on voit quelqu'un qui veut à tout prix dépasser, on le laisse dépasser pour rester entre personnes coopératives. Et enfin, on nous décrit une démocratie directe dans l'une des loges où on va voter pour savoir si on doit ouvrir la porte aux nouvelles personnes qui viennent, etc. Quelqu'un nous a raconté qu'à la fin, la police est venue et qu'ils leur ont dit, bah écoutez, on va revoter dans 15 minutes, là peut-être on ouvrira la porte. Alors si on met toutes ces choses ensemble, ce qu'on voit, c'est que en vert, ce sont les comportements qu'on a appelés supportifs. En rouge, les comportements qui sont appelés non supportifs. Tous les participants reportent du supportif, tous sauf un reportent du non supportif, mais en moyenne, 3 fois plus de supportifs par individu que de non supportifs. Donc ça peut être sensible évidemment à la façon dont on mène l'entretien et on pourra en discuter après pendant les questions. Alors pourquoi est-ce que les individus ne s'intéressent-ils pas exclusivement à leur survie lors de l'exposition au danger? Alors on peut penser d'abord à la force des normes sociales. Dans la vie quotidienne, on ne pousse pas les autres et on aide les personnes vulnérables. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas face au danger? Les normes de la vie quotidienne, elles continuent d'exister. Et au cours de l'attentat au Bataclan, une personne nous a décrit avoir, avec d'autres, essayé d'éviter de piétiner un chapeau, parce que ça se fait pas, en fait, de piétiner un chapeau. Aussi, il y a l'idée que face au danger, c'est pas la peur du danger qui domine, mais la peur de se retrouver seul face au danger, ce qui va nous pousser au contact physique plutôt qu'à l'éloignement. Et pour se rendre compte de ça, on avait fait une étude où on a codé 700 photos qui provenaient d'une maison hantée dans un parc d'attractions au Canada. Alors c'est une étude qui nous a valu pas mal de moqueries, mais moi je trouvais que c'était intéressant de regarder la première, c'est quoi la première tentation en fait. Et la tentation première, c'est rarement d'essayer de s'enfuir directement, surtout d'attraper les autres en fait. Une sorte de compulsion affiliative. Enfin, une autre explication, c'est que la perception sociale du danger va pousser les individus à adopter un sentiment de destin commun et adopter des normes communes par identité sociale partagée. Et on va agir ainsi par et pour le groupe. Et il y a notamment une étude sur ce qu'on va appeler des catastrophes naturelles. J'aime pas du tout ce terme, on pourra revenir là-dessus après. Des catastrophes comme un tremblement de terre. Et cette théorie a reçu une validation empirique dans le cadre d'une étude avec 1240 adultes touchés par le tremblement de terre de 2010 au Chili. Cette étude a montré que l'exposition à l'aléa a favorisé un sentiment de destin commun qui a fait émerger un sentiment d'identification avec les autres, et ce sentiment permettant de prédire le fait de se soutenir les uns les autres. Oui, bien, en fait, finalement, j'aurais envie de vous dire, ça va bien se passer, quoi, comme dirait l'autre. Cette image plus positive de l'humanité prosociale face au danger devrait être porteuse d'espoir pour les temps troublés de l'Anthropocène avec le risque élevé de choc écologique à l'échelle mondiale. Cependant, en fait, si on sait beaucoup de choses sur la façon dont on va réagir directement au danger, donc cette partie-là, eh ben, on en sait un peu moins sur la façon dont des environnements exposés aux catastrophes dites naturelles va affecter la socialité, la cohésion sociale à long terme, et le maintien de nos capacités à coopérer et à nous entraider à faire société. Avec d'autres mots, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, comprendre le climat social de société brassé par les catastrophes dites naturelles cumulées et aussi les pénuries de ressources de base qui sont associées, notamment les pénuries alimentaires et hydriques. Et c'est les questions qu'on va se poser dans un programme qui s'appelle In Extremis, qui commence tout juste financé par l'Agence nationale de la recherche. Et c'est un projet que je porte et pour lequel on va recruter un ou une doctorante et un ou une postdoctorante. Et l'idée, ça va être d'examiner les répercussions des sécheresses sur le climat social et société, notamment la confiance sociale, dont j'ai largement parlé, dans plusieurs pays africains. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, il faut aimer voyager et il ne faut pas avoir peur d'avoir un bilan carbone un peu désastreux. De nombreux travaux vont suggérer que l'exposition aux catastrophes dites naturelles sont associées dans des pays vulnérables un risque plus élevé de conflit. Et cela dit, on ne comprend pas encore bien le lien causal entre exposition à des aléas et délitement des institutions, et c'est ce fossé explicatif qu'on aimerait pouvoir expliquer. Mais pour finir, et avant qu'on connaisse les résultats de ce travail, je pense que ce qui est important, c'est de travailler une vision renouvelée des conceptions des groupes humains
comme passifs ou antisociaux face aux catastrophes. Cette vision, elle est largement idéologique et elle est hyper ancienne, elle est hyper vieille, elle est vraiment, à mon avis, à renouveler en fait. Et j'imagine même qu'elle peut aussi parfois freiner les travaux des cellules d'urgence médico-psychologiques. Parce que comme l'indique l'historien Marc Renville, la source de cette confrontation, c'est la psychologie des foules de Lebon. Et en fait, c'est une science qui, je le cite, dans les années 1890-1900, exprime le plus intensément l'angoisse des repères perdus et des valeurs contestées. En fait, cette psychologie de la foule qu'on utilise tout le temps, elle arrive après l'épisode de la Commune de Paris, pendant lesquels les ordres de l'autorité légitime, le gouvernement français provisoire, sont contestés par un gouvernement local, celui dit des communards, qui établira un programme révolutionnaire pour administrer la ville de Paris. Et dans son livre Miroir déformant, Suzanna Barroz explique que l'avènement de la psychologie des foules en France, ça coïncide avec la production de discours haineux et réactionnaires sur la foule, sans de validité empirique particulière. Et avec le soutien de la Fondation Maïf, ce qu'on essaie de faire, c'est on a développé un jeu et une série d'articles intitulés Chouette Foule. Donc c'est peut-être un peu prendre le côté positif extrême, hein, et je pense qu'il faut peut-être qu'on mette un peu d'eau dans notre vin, qui va essayer de renouveler notre conception du comportement social face au danger. Et ce nouveau discours aussi, il peut contribuer à des attentes plus positives du comportement des autres face au danger, favorisant la mise en place de comportements prosociaux de façon plus large. Je vous remercie pour votre attention.